Bienvenue dans ce nouveau séminaire. Nous sommes donc en présence d'Hervé Blottière, en direct de chez lui, et moi aussi. Alors, je n'ai pas mis ma caméra. Hervé, on l'entend bien, et le problème, c'est qu'il a un mauvais retour de ma part. Donc, Oui. on essaye de jongler. Alors, je suis en même temps en train de lui envoyer des textos pour que je lui Là, dise c'est de bon, bien. je t'entends. Ah, parfait. Donc, Voilà. voilà. Donc, super. Donc, on va toucher à plus rien du tout. Nous avons déjà une bonne vingtaine de participants. Donc, bienvenue à tous. Euh, donc, on va faire comme les dernières fois pour ceux qui ont l'habitude. C'est notre 5e webinaire. Et ce que l'on fait, c'est en général, nous avons notre guest star qui va vous présenter, on va dire, une plateforme ou un côté de Métagénopolis sur notre cœur de métier. Donc aujourd'hui, c'est la métagénomique fonctionnelle. Et en parallèle, les participants pourront poser leurs questions dans le chat. Et moi, j'interromprai Hervé pour poser quelques-unes d'entre elles. Donc n'hésitez pas ensuite, de toute façon, à nous recontacter après la conférence si vous avez d'autres questions, si vous avez envie de discuter d'un projet ou d'avoir des compléments d'information. Nous serons ravis de répondre à toutes ces questions. Voilà. Donc on attend encore un petit peu, 1 ou 2 minutes, et puis on va commencer. Hein, on est à peu près 25. Ah, je vois qu'il y a Ariane. Bonjour Ariane de la BPI et des gens de Métagénopolis. Bonjour Pauline, bonjour Aurélien, bonjour à tous. Voilà, encore 1 minute. Donc Hervé, peut-être en attendant que les derniers arrivent, est-ce qu'en 2 mots, tu peux juste te présenter et globalement, quelle est ta fonction au sein de l'INRA et de Métagénopolis? Ok. Ben, avec plaisir. Donc bonjour à tous. Donc je suis Hervé Blottière. Je suis donc directeur de recherche à l'INRA et puisque maintenant on s'appelle INRAE de Jouy-en-Josas, où je dirige en fait une équipe de recherche au sein de l'Institut de Michaelis. Et en parallèle, je suis l'un des directeurs scientifiques de Métagénopolis et spécialisé sur la plateforme Métaphone. Et donc que l'on a créé il y a déjà maintenant plus d'une dizaine d'années et qui a comme vocation, comme c'est inscrit sur le titre, d'essayer de mieux comprendre, de mieux décrypter, décoder les interactions entre le microbiote et son hôte. Mais en même temps, vous allez voir que c'est une stratégie que l'on peut aussi appliquer à l'interaction avec l'aliment. Hmm. Alors, justement, Hervé, on va du coup commencer. Donc, Ouais. merci. Donc effectivement, comme tu viens de le dire, tout le monde maintenant comprend ce qu'est le microbiote. On parle aussi parfois de métagénomique. Donc on a eu des webinaires sur le sujet que je vous invite à aller voir sur notre site mgps.eu. Et en fait, effectivement, à Métagénopolis, on distingue la métagénomique quantitative de la métagénomique fonctionnelle. Donc Hervé, explique-nous qu'est-ce que la métagénomique fonctionnelle. À Et toi. ok, eh bien, merci. Bah c'est finalement assez simple et en même temps c'est très complexe. Ça a été un peu compliqué à mettre en œuvre. Mais avant d'aller dans le détail, en fait, on va faire quelques rappels ensemble sur le microbiote intestinal humain. Euh, on l'a depuis quelques années, en fait, on a une estimation de ce microbiote qui fait à peu près 39 000 milliards de micro-organismes. Ce qui nous fait dire qu'on a pratiquement autant de micro-organismes sur notre corps ou dans notre corps que l'on a de cellules humaines, que chacun d'entre nous en fait héberge plusieurs centaines d'espèces différentes, avec un point qui est encore vrai, même si on a fait des efforts considérables sur la culture, beaucoup de ces espèces sont soit non encore cultivées, soit extrêmement difficiles à cultiver. Si on compare en fait le microbiote de dizaines d'individus, eh ben, on va se rendre compte qu'il y a des espèces qui sont conservées, qui sont présentes chez pratiquement tout le monde, ce que l'on appelle le corps ou le noyau métagénomique. C'est
On considère que c'est une communauté bactérienne ou une communauté microbienne qui est relativement stable dans le temps, dans un contexte où on est en bonne santé et où on n'a pas un changement drastique de nos habitudes alimentaires ou prise d'antibiotiques, etc. Donc une communauté stable avec une interaction forte évidemment avec notre nourriture, avec notamment les fibres, puisque ce microbiote va permettre de tirer de l'énergie à travers la fermentation des glucides indigestibles. Il est en interaction directe avec nos propres cellules. Alors, on a fait beaucoup de travaux sur le système immunitaire, mais il y a aussi beaucoup de choses maintenant sur les autres cellules de notre organisme, et on se rend compte que finalement, pratiquement quel que soit le tissu de notre organisme, eh bien, ces cellules sont impactées par les fonctions du microbiote. Et puis un dernier point, c'est que ce microbiote, il nous protège également contre l'installation finalement d'agents pathogènes. C'est ce qu'on appelle la fonction de barrière. Et donc là, je ne vais pas détailler ici. Ce que l'on sait également, c'est que les fonctions de ce microbiote sont associées finalement à de nombreuses maladies. Dans un premier temps, on a beaucoup travaillé sur les maladies intestinales, mais finalement, on se rend compte que là aussi, de nombreuses maladies, et surtout des maladies chroniques, ont un lien fort avec le microbiote, comme ici le diabète de type 1, le diabète de type 2, les maladies hépatiques, cirrhose, voire tout ce qu'on appelle la maladie du foie gras, comme la NASH, l'obésité, et puis aussi des maladies neurodégénératives, des maladies du cerveau, la sclérose en plaques, etc. La liste est longue maintenant. Et ce qui est, justement, quand je parle de ces fonctions, ce microbiote, en fait, il va produire des milliers de petites molécules, de métabolites, dont finalement, pour beaucoup, on ne les connaît pas. Alors ici, vous voyez dans cette bulle rose, on en connaît quelques-uns, la production de vitamines, d'acides gras à chaîne courte, etc. Mais la liste, finalement, elle n'est pas très longue, alors qu'en fait, il y en a des milliers dont on ne connaît pas vraiment le rôle. Et puis, nous, on s'est dit que ces molécules, ces métabolites, eh bien, ils peuvent être intéressants également d'un point de vue peut-être thérapeutique, et c'est ce qu'on essaye de creuser. Pour bien comprendre cette symbiose, donc l'installation du microbiote va commencer au moment de la naissance. On considère à l'heure actuelle que le bébé est stérile in utero, et donc dès la rupture de la poche des os, dès le début de la naissance, eh bien le corps de ce bébé, et pas simplement que l'intestin, va être colonisé par les micro-organismes qu'il va rencontrer, qui vont pour une partie être transmis par la mère. Et un des points vraiment importants à comprendre, c'est qu'en fait, ce développement du microbiote qui va durer pendant les 2-3 premières années de la vie est complètement en parallèle de la maturation du système immunitaire. Et on considère à l'heure actuelle que si cette interaction, ce développement se fait bien, le bébé va être en fait une symbiose entre ses cellules et ses micro-organismes, et donc avec évidemment un lien fort avec la santé. Malheureusement, si cette symbiose est perturbée, eh bien on va aller vers un risque de maladie infectieuse et surtout un risque de troubles immunitaires et donc de maladies chroniques. Et puis on voit effectivement comment on peut impacter sur le développement de ce microbiote à travers le régime alimentaire, les microbiotes auxquels le bébé va être exposé, les aliments, notamment les aliments fonctionnels ou par exemple le lait maternel. Évidemment, la prise d'antibiotiques, autant de facteurs qui peuvent impacter sur ce développement du microbiote. Alors, pendant longtemps, et c'est ce qu'on a fait ces dernières années, on a beaucoup étudié la fonction de ce microbiote à travers l'utilisation de modèles animaux, et en particulier d'animaux qu'on appelle germ-free ou axéniques, donc qui sont élevés dans des bulles, dont vous voyez une photo sur la gauche. Et puis, on va regarder au niveau des différents tissus, en quoi la présence de ce microbiote impacte sur l'hôte et sur le fonctionnement des cellules de l'hôte. Et ici, j'ai mis sur la droite des images d'immunohistologie, donc des marquages des cellules immunitaires. Et on voit, si on compare la partie haute de cette
ces images avec la partie basse. Donc en haut, c'est les images correspondant à des souris germ-free, et en bas, c'est des images correspondant à des souris avec un microbiote. Et les couleurs rouges correspondent en fait au marquage des cellules immunitaires. Eh bien, on voit très clairement que la présence du microbiote fait que le système immunitaire est beaucoup plus actif, beaucoup plus fort. Il y a beaucoup plus de lymphocytes, beaucoup plus d'immunoglobulines présentes dans l'intestin ici ou dans la rate. Donc on voit bien ce lien fonctionnel fort entre le microbiote et les cellules de l'hôte. Évidemment, on a envie de comprendre les mécanismes d'action, comment ça se passe. Et là, on constate juste quelque chose. Au niveau de l'intestin, ce que vous voyez ici sur cette planche, c'est l'endroit d'interaction constante entre nos micro-organismes que l'on voit en haut et puis nos propres cellules que l'on voit donc en dessous, avec dans donc la rangée, la barrière de l'épithélium intestinal, et puis en dessous les cellules immunitaires. Et vous voyez qu'il y a au moins trois types d'interaction, ou 3 sites d'interaction. Le premier, qui est complètement sur la droite, eh bien, une interaction entre les bactéries et les cellules de notre épithélium, donc nos cellules de l'intestin. Et puis, vous voyez pour les deux autres qui sont au milieu et sur la droite, eh bien, une interaction avec les cellules immunitaires qui sont sous-jacentes, avec des moyens d'interaction diverses et variés. Mais ce qui est vraiment important là, c'est de voir qu'on a une interaction forte dont on a besoin finalement de comprendre comment ça se passe. Et donc sur cette diapositive ici, donc à droite, vous voyez dans le petit carré là, les quelques molécules bactériennes dont on connaît vraiment qu'on a identifié, dont on sait qu'elles jouent un rôle dans l'interaction avec nos propres cellules. Ce sont les endotoxines ou le LPS bactérien, ce sont les acides gras à chaîne courte, ce sont les acides biliaires qui vont être transformés par le microbiote, donc acides qui sont produits par notre organisme et qui sont transformés par le microbiote. Ce sont par exemple la triméthylamine, qui est un dégradé qui va être résultant de l'activité du microbiote vis-à-vis de la choline par exemple. Ce que l'on peut voir sur cette planche, c'est que finalement, il y a peu de métabolites qui sont identifiés. Et donc, nous, on s'est posé la question, comment on peut essayer d'en savoir plus, d'aller plus chercher les fonctions. Et on s'est heurté très, très rapidement à plusieurs contextes. Le premier, c'est que la majorité des bactéries du tube digestif sont non encore cultivées ou difficiles à cultiver, que quand on arrive à les cultiver, les milieux de culture sont extrêmement complexes. On utilise par exemple du jus de rumen qu'on va collecter chez des vaches ou des bovins. Donc forcément, c'est un milieu extrêmement complexe avec beaucoup de choses. On rajoute éventuellement du sang animal pour ramener des facteurs de croissance pour ces micro-organismes. Et donc, c'est très difficile à l'étudier. Malgré tout, sur cette planche ici, vous voyez qu'on arrive à en cultiver. Et la grande spécificité de ces bactéries, c'est qu'elles sont très sensibles à l'oxygène. Elles sont ce qu'on appelle anaérobies dans la grande majorité. Et donc, dès qu'elles voient un peu d'oxygène, elles vont mourir. Donc, on va les cultiver dans des espèces de bulles, comme vous avez la photo ici, dans lequel l'atmosphère est contrôlée, dans lequel il n'y a absolument aucune trace d'oxygène. Malgré tout, je vous ai dit, c'est encore difficile. Alors, et c'est vrai que à travers cette introduction, la question réellement qu'on se pose, c'est non seulement quel est le rôle des bactéries intestinales dans le maintien de notre santé, mais comment ça marche, quels sont les mécanismes fins, comment le microbiote peut, à travers son activité, impacter sur nos propres cellules. Et donc l'idée, c'est comment on peut identifier ces nouvelles molécules. Est-ce que ces molécules peuvent avoir un intérêt thérapeutique? Et puis, sous-jacent à ça, on s'est aussi posé la question, comment comprendre le mode d'action de bactéries
que l'on va ingérer, donc de bactéries alimentaires comme les probiotiques, comment on va comprendre comment elles peuvent impacter sur notre santé, puisque on a cette notion de probiotique réside sur le fait que ces micro-organismes ont un impact positif sur la santé. Et donc, l'histoire, elle commence autour des années 2000, dans un bar rue Claude Bernard où je déjeunais avec Joël Doré. Et Joël étant microbiologiste, moi étant spécialiste de l'intestin, mais du côté humain, comment on pourrait, donc on a commencé à discuter, puis on a commencé à élaborer la stratégie qui est finalement représentée, schématisée très simplement sur cette planche ici. Donc évidemment, on a des micro-organismes que très souvent on ne sait pas cultiver, ce qu'on appelle un écosystème. Et donc, ce que l'on fait, c'est d'isoler d'abord les bactéries pour n'avoir que l'ADN de ces bactéries et pas travailler sur l'ADN des aliments qu'on a pu consommer ou sur l'ADN humain qu'on peut retrouver. Donc très souvent, on va partir de sel ou de fesses. Et la première étape, c'est d'extraire l'ADN. On extrait l'ADN de façon très particulière, puisque ce qu'on essaye d'avoir, c'est l'ADN dans les meilleurs états possibles, le moins dégradé possible. Et ensuite, on va le couper en grands fragments d'à peu près 40 gènes, donc des assez grands fragments, que l'on va ensuite mettre dans ce qu'on appelle un vecteur. C'est comme un plasmide, mais un peu plus gros, qui est capable de prendre en fait des grands fragments d'ADN. Et grosso modo, on va intégrer un grand fragment d'ADN dans un phosmide. Et ce phosmide, en fait, on va le mettre dans une bactérie de laboratoire, par exemple l'Escherichia coli. Et en fait, on va faire ça des milliers de fois. Et donc, on va générer comme ça des milliers d'Escherichia coli, chaque bactérie ayant 40 gènes, enfin une quarantaine de gènes issus de l'échantillon initial. Et puis, l'idée, c'est qu'est-ce que ces 40 gènes amènent comme fonction à la bactérie de laboratoire. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est mettre ces bactéries de laboratoire ayant ces 40 gènes, enfin cette quarantaine de gènes, soit en contact avec des molécules alimentaires, des fibres, des polyphénols, etc., pour essayer d'identifier les enzymes que la bactérie peut produire et qui vont transformer ce composé alimentaire. Donc c'est une approche. Soit on peut le mettre directement en contact avec des cellules humaines, des cellules épithéliales ou autres, et puis avec une méthode qui nous permet de visualiser qu'il s'est passé une interaction, eh bien on peut essayer d'aller chercher quels sont les gènes qui sont responsables de l'interaction avec les cellules humaines. Ce que je vais maintenant vous expliquer un peu plus en détail, mais la stratégie qui est un petit peu schématisée ici, on part sur la gauche de l'ADN, on le clone dans un phosmide, on le met dans une bactérie de laboratoire, on génère ici en gris ce qu'on appelle des banques métagénomiques, ou en anglais on dit des librairies métagénomiques. Et en fait, on va générer des milliers de bactéries de laboratoire avec des fragments de métagénome humain. Ici, on a en moyenne autour de 50, 60, 70 000 clones de bactéries différents. Voilà. On va développer des outils robotisés qui nous permettent en fait de visualiser de façon fine quand il s'est passé une interaction. Et puis après, on essaye d'identifier les gènes, on essaye d'identifier les bactéries dont viennent ces gènes, on essaye d'identifier les molécules que ce fragment de gènes ont produit et qui vont impacter sur nos propres cellules. Et puis derrière, on peut aller dans les modèles animaux, dans des modèles ex vivo pour essayer de voir si réellement ce qu'on a vu a un intérêt fonctionnel important. Et donc ici, pour vous dire, jusqu'à présent, on a fait 18 banques ou 18 bibliothèques de ces banques métagénomiques, en fait. Donc ça nous fait presque 600 000 clones. Alors,
j'ai mis ici sur la diapo, c'est marqué prêt à être testé. Vous comprenez bien on en a testé beaucoup, mais on en a encore beaucoup à analyser. On a pris évidemment au départ le microbiote issu d'individus en bonne santé, mais rapidement aussi on a essayé de regarder ce qu'il y avait, les fonctions du microbiote associées à des maladies comme la maladie de Crohn, le cancer colorectal ou par exemple l'obésité. Et puis, l'idée, c'est clairement identifier des gènes, identifier des fonctions, identifier des molécules qui peuvent avoir un intérêt pour la santé de l'hôte. Et puis, donc, à la fin, notre objectif, c'est d'identifier potentiellement le médicament de demain, ou un médicament pour demain. Ici, sur cette diapositive, j'ai mis les différentes cibles que l'on a développées. Donc, on va s'intéresser évidemment au système immunitaire intestinal, donc à des fonctions côté humain qui sont vraiment le contrôle du système immunitaire. On va s'intéresser évidemment à la barrière intestinale, donc à la fonction des cellules de notre intestin. On a vu qu'il y avait des liens forts avec l'obésité, donc on va s'intéresser à des fonctions humaines associées au métabolisme. Et donc, on va travailler sur des cellules épithéliales, donc des cellules de l'intestin. Certaines cellules spécifiques de notre intestin qui sont capables, c'est sur la gauche, ce qu'on appelle les cellules entéro-endocrines, qui sont là pour fabriquer des hormones qui peuvent ensuite, à distance, passer dans le sang et aller, par exemple, au niveau du cerveau, contrôler la satiété ou contrôler le métabolisme, mais à distance. On s'intéresse, en plus des cellules intestinales, aux cellules immunitaires. On a aussi développé des travaux sur les hépatocytes. Et puis sur la partie gauche, tout en haut, c'est un des derniers points sur lequel on est en train de développer les choses. C'est autour des récepteurs du goût. On sait que dans l'intestin, il y a les récepteurs du goût, ceux qu'on a aussi sur la langue et qui nous permettent de trouver la saveur dans les aliments, sucrés, salés, acides, amers, umami. Et donc, en collaboration avec un collègue de Dijon, on essaye là de comprendre comment les micro-organismes, quelles sont les molécules que les micro-organismes peuvent fabriquer, qui peuvent activer ces récepteurs du goût. Voilà. Donc, c'est la stratégie. Ouais. Hervé, oui, j'ai une question. Par rapport à l'ensemble de ces cibles qui sont Ouais. étudiées, tu dirais que ça représente quelle proportion des cibles connues? Est-ce que c'est assez représentatif? Est-ce que voilà, on a d'autres domaines qui sont pas visés parce qu'on ne peut pas le faire, ou au contraire, ça couvre vraiment l'ensemble des mécanismes connus à ce jour? Non, non, c'est pas exhaustif. Alors, on a commencé à en fabriquer d'autres. Notamment, on a essayé de développer sur certains récepteurs nucléaires ou autres. Mais disons que ceux que l'on a fabriqués pour le moment, c'est ceux pour lesquels la littérature nous dit qu'il y a le plus de choses évidentes à voir. Ça ne veut pas dire, donc récepteur du goût par exemple, c'est très spécifique, c'est récent. Je vois qu'il y a une des questions qui dit: y a-t-il des publications sur microbiote et récepteurs du goût? Oui, il commence à y avoir des choses, pas grand-chose, mais il y a quelque chose au moins autour du lien entre des molécules bactériennes du quorum sensing et l'interaction avec certains récepteurs à la mer. Par exemple, il y a quelques publis dans la littérature. Et en fait, c'est pas énorme, mais ça commence à être un champ d'investigation intéressant. Voilà. Voilà. Oui. Et il y a une autre question. Quelles sont les applications concernant la production de métabolites nutritionnels par le microbiote? Alors, les applications potentielles, l'un des métabolites que l'on connaît très très bien, qui s'appelle le butyrate, par exemple, qui est un acide gras à chaîne courte, qui est en fait source d'énergie pour les cellules de l'intestin. On peut très bien, et ça a été fait déjà dans le passé, se dire si on a un microbiote qui ne produit pas assez de ce composé nutritionnel pour l'intestin, est-ce qu'on ne peut pas le ramener soit par des gélules, soit dans les années 90, on faisait des lavements
avec ces acides gras à chaîne courte pour essayer justement de ramener ce composé nutritionnel qui manque pour nos propres cellules. Pour le moment, on est encore dans la découverte plus que dans l'application, mais déjà, il y a quand même quelques éléments pour dire qu'on peut l'appliquer. Oui, je lis. Il existe déjà des gélules de butyrate. Alors, il y en a dans le commerce, effectivement, vous pouvez le trouver. Dans les années 2000, il y a des sociétés qui vendaient des gélules de butyrate déjà dès les années 2000. Mais plus récemment, hein, même en France, vous pouvez en trouver disponibles. Donc, pour revenir à notre idée et notre métagénomique fonctionnelle, un des points vis-à-vis de l'aliment qu'on a développé ces dernières années, c'est d'essayer de comprendre justement les fonctions de ces bactéries par rapport aux aliments. Et à l'aide des outils qui sont représentés ici, qui sont des espèces de fermenteurs dans lesquels on va mettre le produit alimentaire, la fibre d'intérêt, et on va mettre en présence des bactéries du tube digestif. On va les laisser ensemble pendant suffisamment de temps pour qu'on puisse enrichir dans les bactéries qui ont les capacités de dégrader cet aliment particulier. Et puis ensuite, avec la même stratégie que je vous ai présentée, eh bien, on peut essayer de façon spécifique à identifier les gènes qui vont dégrader l'aliment d'intérêt. Donc, c'est une des approches possibles que je ne vais pas beaucoup plus détailler aujourd'hui pour insister plus sur le côté interaction avec les cellules humaines. Et donc, je vous ai dit qu'on avait généré une plateforme de robotique. Vous avez ici une image de certains de nos robots. Alors, ils ne sont pas tous présents, mais vous voyez que c'est des machines qui nous permettent de faire ce qu'on appelle en haut débit, c'est-à-dire de faire des milliers d'échantillons en même temps. Tout est évidemment code barré de telle façon qu'on ait une reproductibilité et une traçabilité essentielle. Et donc, on a ces machines qui travaillent pour nous et qui nous permettent de faire ce que l'on faisait en 3 mois, en une ou 2 journées enfin 3 journées de travail maintenant, puisqu'en fait, on a des étapes successives. Voilà, la plateforme robotique. Et donc, on travaille, et là je vais vous donner quelques exemples, enfin surtout un seul parce que j'ai pas trop de temps, mais pour que vous compreniez ce que l'on peut découvrir. Juste avant, je vous ai dit que c'était une stratégie à haut débit, donc on a dû monter des systèmes pour visualiser très facilement comment ces quelques gènes qu'on a intégrés dans la bactérie de laboratoire peuvent agir sur les cellules de l'hôte, sur les cellules humaines. Et donc, on a une stratégie qui est basée sur ce qu'on appelle les gènes rapporteurs. Donc, en fait, on va mettre dans la cellule humaine un système qui, lorsque une voie de signalisation est activée, eh bien, on va voir une molécule que l'on va pouvoir très facilement détecter. C'est par exemple la lumière à travers l'activité de la luciférase. Ça peut être également, par exemple, à travers l'activité d'une protéine fluorescente, eh bien, détecter une couleur, une fluorescence. Et donc, l'idée, c'est que lorsqu'on a identifié une interaction, eh bien, on va avoir soit une émission de lumière plus forte, soit une fluorescence plus forte, soit une couleur plus forte. Et c'est ça qui va nous intéresser. Donc, c'est nos outils côté humain. Il faut évidemment qu'ils soient extrêmement robustes, donc que la stabilité dans le temps, la reproductibilité soit essentielle, parce que comme on veut cribler des milliers de clones, on a besoin évidemment que ça soit quelque chose de très robuste. Et puis on crible, voilà. Et là vous avez ici le résultat d'un criblage de plusieurs milliers de clones sur une voie du système immunitaire.
Donc, ce que vous voyez ici, les petits points gris puis les petits points noirs correspondent en fait à des bactéries, enfin à la réponse à des bactéries qui ne font rien. Les points noirs, c'est les contrôles, et les points gris, donc c'est des bactéries qui ont une partie du métagénome, mais qui ne fait rien à nos cellules, en tout cas rien de différent de la bactérie de laboratoire modèle. Mais vous voyez que j'ai entouré en haut ou en bas, il y a une dizaine de clones ici sur ces milliers criblés, où on a soit une très forte activation de notre système, donc une très forte activation de l'inflammation ici, ou au contraire, on peut inhiber cette inflammation, c'est les petits ronds qui sont en bas. Évidemment, là, c'est le début d'une aventure. On essaie d'identifier évidemment quels sont les gènes, quelles sont les molécules qui sont fabriquées et de quelle bactérie ça vient. Et sur la diapo ici, je vous ai donné un exemple. C'était notre tout premier clone qui était issu en fait d'une banque de maladies de Crohn. Et donc on l'a appelé 52B7 parce qu'en fait il venait de la 52e plaque et il était localisé en B7 dans notre plaque 96 puits. Voilà, c'est un petit détail, mais bon, c'est son nom, ça fait un peu comme un avion. Voilà, bref. On a donc identifié ce clone parce qu'il était très fortement activateur de l'inflammation dans différentes cellules, pas simplement nos cellules humaines, mais aussi dans des cellules immunitaires. Et on s'est dit, bon, quels sont les gènes qu'on a clonés qui stimulent cette activité. Donc vous voyez ici au milieu là une représentation du nombre de gènes et puis de l'organisation de ces gènes. On a vu évidemment, puisqu'on les a séquencés, que ça venait d'une bactérie qui s'appelle Bacteroides vulgatus. Alors ça commençait à nous parler parce qu'il y avait déjà des travaux qui disaient qu'il y avait une association entre Bacteroides vulgatus et certaines maladies inflammatoires intestinales, en particulier la maladie de Crohn. Donc on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un lien. On a vu que l'interaction, elle était faite à travers la sécrétion d'une molécule d'à peu près 50 kg Dalton, c'est la taille de cette molécule. Et alors, ce que l'on fait, nous, systématiquement, c'est qu'on va, de façon aléatoire, générer des mutations dans cet insert, dans ces 40 gènes, des mutations aléatoires. Et donc, on fait ce qu'on appelle de la mutagénèse par transposition. Et donc, on va essayer, on va générer une nouvelle banque à partir de ce clone. On va générer 200, 300, 400 mutants. Et on va recribler pour chercher quels sont les gènes qui, lorsqu'ils sont mutés, font perdre l'interaction. Et donc, ici, sur la diapo, vous voyez que y a un gène, donc A, où quand on a des mutations, eh bien, on n'a plus cette activation du système immunitaire. Et puis, en B également, un autre petit gène qui, visiblement, là aussi, quand on le mute, on perd l'activation du système immunitaire. Et en fait, quand on va regarder qu'est-ce que sont ces gènes, eh bien, le gène B, c'est un gène qui code pour une lipoprotéine de fonction inconnue. Enfin, en tout cas, à cette époque, était lipoprotéine de fonction inconnue. Et puis, vous voyez, en A, eh bien, c'est un gène qui code pour un élément d'un transporteur de lipoprotéines. Et bien, en fait, ce que l'on a vu à travers cet exemple, eh bien, qu'on avait identifié une lipoprotéine sécrétée par Bacteroides vulgatus, qui est sécrétée à travers ce système de transport et qui va activer l'inflammation. Maintenant, il nous reste évidemment à essayer de voir si ça joue réellement un rôle dans la maladie inflammatoire, mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est que cette fonction qu'on a identifiée est liée quelque part avec une bactérie qui est associée à la maladie de Crohn. Voilà un des exemples. Un autre exemple, alors là ici c'est un petit peu différent parce que je vous ai dit au départ que on était aussi capable de cultiver certaines bactéries, et donc ici on a testé non pas la bactérie de laboratoire avec ses 40 gènes, mais on a testé une bactérie, enfin un paquet de bactéries isolées du tube digestif humain. Et ici c'est une voie qui s'appelle la voie AHR pour aryl hydrocarbone récepteur.
c'est une voie qui a été identifiée comme associée à l'effet de la dioxine, mais qui en fait, de plus en plus, on se rend compte qu'elle est activée par des métabolites bactériens, notamment des dérivés du tryptophane, mais pas seulement. Et donc, on a essayé de voir si, ce récepteur AHR, il a un lien très fort avec le système immunitaire intestinal. On a criblé plus d'une centaine de bactéries intestinales et on a identifié certaines. Ici, vous voyez des petits points à chaque fois, ça correspond à une souche et une espèce bactérienne. Ben, on voit qu'il y a certains points où on a un vrai effet très très fort. Sur la diapositive suivante, c'est la même chose. C'est une autre voie de signalisation qui est associée en fait au métabolisme, donc avec un lien potentiel dans les maladies métaboliques. Et bien là aussi, on voit qu'il y a certaines bactéries qui sont capables d'activer très fort cette voie pipargamma. Ici, on a trouvé un métabolite fabriqué par le microbiote qui est fabriqué par certaines des bactéries dont on voit l'effet ici très fort, qui est le butyrate. Et en fait, on sait que sur pipargamma, la majorité des bactéries qu'on a identifiées ici activent ce système via ce métabolite bactérien. Donc là, on a juste redécouvert, entre guillemets, quelque chose. Par contre, sur la partie basse à droite, vous voyez qu'il y a deux bactéries qui s'appellent Atopobium parvulum et Prevotella copri, dont on a vu qu'elles activent cette voie, et notamment un gène qui est contrôlé par ce récepteur nucléaire, l'angiopoïétine LAC4. Et en fait, ces deux bactéries ne fabriquent pas cette molécule, le butyrate, et donc on sait que c'est un autre mécanisme. Et donc là, on arrive à se dire, appliquons la même stratégie, mais non plus sur un métagénome, donc c'est un ensemble de génomes bactériens, mais sur le génome d'une bactérie que l'on sait cultiver. Et donc on fait la même stratégie, on cultive notre bactérie, on extrait l'ADN, on va le mettre dans donc le même phosmide, et on va générer ici, là en moyenne plusieurs centaines, autour d'1 millier de clones qui vont couvrir finalement le génome de la bactérie d'intérêt. Et puis là, on fait exactement la même stratégie, sauf que là, ici, on regarde juste le potentiel du génome d'une bactérie cultivée et non plus de l'ensemble des bactéries présentes dans les fesses du départ. Cette stratégie, on l'applique donc à des bactéries commensales, mais également à des bactéries probiotiques, pour essayer d'aller chercher leur mécanisme d'action vis-à-vis des cellules humaines. Hop. J'ai presque terminé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'était une stratégie qui était finalement assez efficace, puisque on a, à travers les métagénomes, on a plus d'une trentaine de clones bioactifs qui ont été identifiés jusqu'à présent. Ça nous a permis de découvrir de nouvelles molécules et une nouvelle voie de signalisation en particulier. On a déposé évidemment quelques brevets autour de ce que l'on a trouvé. Le petit camembert ici en bas, il est intéressant parce que pour les spécialistes, on utilise une bactérie de laboratoire qui est Escherichia coli. Donc c'est une bactérie à gram négative, mais ce que l'on voit ici, c'est qu'on a quand même arrivé à trouver des gènes qui venaient de bactéries gram positives comme les actinobactéries ou les firmicutes. Mais évidemment, on se dit, est-ce que cette stratégie-là, on ne devrait pas la faire, mais en utilisant comme bactérie de laboratoire une bactérie gram positive, comme par exemple Bacillus subtilis, qui nous permettrait peut-être de faire exprimer des gènes qui s'expriment pas très bien dans un bactérie gram négatif comme Escherichia coli. Et c'est une stratégie qu'on met en œuvre à l'heure actuelle. Voilà. Ici sur cette planche, je vais juste vous dire que on fait pas ça tout seul. On fait souvent ça en collaboration avec des partenaires qui considèrent que cette stratégie est très innovante et ont envie de travailler avec nous. On a mis ici 3 de ces partenaires. Sanofi, Dupont et Rocket, et avec qui on a travaillé et on a avec un succès qui est plutôt bon actuellement. Et justement, on a mis aussi... Oui, Hervé, oui, c'est important de souligner, ça tombe bien qu'il y a cette planche-là, que
en métagénomique, finalement, les industriels avec qui nous collaborons beaucoup sont de plus en plus intéressés par justement étudier la fonctionnalité via la métagénomique fonctionnelle. Et justement, Hervé, si tu peux passer un petit peu de temps sans trop dévoiler, effectivement, parce que certaines de ces choses, j'imagine, font l'objet de propriétés industrielles, mais de dévoiler Ouais. un petit peu, finalement, qu'est-ce qui intéresse les industriels dans toute cette technologie que tu viens de présenter? À quoi ça peut leur servir au final? Alors, dans la grande majorité, alors ils ont envie de démontrer que, leur bactérie a vraiment un intérêt, pour la santé humaine, mais ils ont surtout envie de comprendre les mécanismes fins, d'arriver à identifier comment. Donc c'est le cas par exemple pour la collaboration avec Sanofi. Sanofi a sur le marché des probiotiques de l'espèce Bacillus clausii. C'est un vieux probiotique qui est vendu en Italie depuis très très longtemps. Mais qui est maintenant commence à arriver sur le marché français. Et en fait, eux, ils ont envie évidemment de documenter que ça a des effets positifs sur la santé humaine à travers des études cliniques, mais ils ont surtout envie, et ils ont aussi envie de comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette bactérie probiotique qu'ils utilisent, qui peut expliquer ses fonctions, donc comment ça marche, le mécanisme d'action, et donc à travers ce contrat avec Sanofi ou ce contrat avec Dupont en dessous, c'est ça qu'on essaye de comprendre. Avec Rocket, c'est la même chose, mais vis-à-vis de composés alimentaires, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les bactéries et quels sont les gènes, les enzymes de ces bactéries qui sont capables de dégrader un aliment ou un de leurs ingrédients alimentaires d'intérêt. Voilà ce genre de choses. Après, la dernière chose aussi que l'on fait, c'est ce que j'ai un peu essayé d'identifier au départ, c'est de dire est-ce qu'on peut identifier des gènes et des molécules bactériennes qui pourraient être utilisées comme médicaments. Donc finalement, c'est une méthode pour trouver de nouveaux médicaments, de nouvelles molécules naturelles, puisqu'elles sont fabriquées par nos micro-organismes, mais de nouveaux composés médicaments potentiels. Alors, justement, Hervé, excuse-moi de Ouais. t'interrompre encore une fois, Hervé, il y a une question très pertinente d'Ariane. Vous le savez, pour la plupart, qu'effectivement, les allégations santé liées au microbiote sont assez difficiles à, à utiliser parce qu'effectivement, pour l'instant, elles ne sont pas reconnues par les organismes européens. Et est-ce que justement, ce type d'analyse faite par exemple avec Sanofi, où on décortique le mécanisme, on montre vraiment qu'effectivement il y a un effet sur la santé via tel et tel mécanisme, est-ce que ça, ces données-là pourraient être utilisées pour justement soutenir des allégations santé au niveau européen sur tel ou tel probiotique, par exemple? Alors, que ça soit clair, oui et non. Ça ne remplacera jamais les études cliniques faites chez l'homme, que ça soit des volontaires ou des malades, parce qu'il faut évidemment, mais c'est comme tout médicament quelque part, hein, à partir du moment où on veut démontrer qu'il est efficace, eh bien, il faut des études chez l'homme en réel qui démontrent de façon spécifique que on a bien l'effet qui est préconisé. Le plus, parce que maintenant de plus en plus on dit ok, c'est bien de démontrer un effet, mais il faut comprendre comment ça marche, quel est le mécanisme d'action. Et donc là, effectivement, le fait d'avoir non seulement démontré par une étude clinique, mais ensuite d'avoir caractérisé le mécanisme d'action, eh bien, est forcément un plus pour soutenir des allégations. Très bien. Voilà. Sur la planche, vous avez un dernier partenaire stratégique qui n'est pas une entreprise, mais qui est finalement comme nous, qui résulte des investissements d'avenir et de ces projets des années 2010. Eh bien, c'est BioAster. BioAster, en fait, qui est une structure qui est localisée à Lyon et à l'Institut Pasteur à Paris. Et en fait, ils ont développé une technique qui permet de cultiver de façon ciblée des bactéries d'intérêt. Donc, si par exemple, dans nos études de métagénomique quantitative, on identifie
des gènes, enfin un génome bactérien peut-être de bactéries qui n'ont jamais été isolées, ou au contraire, il y a quelques représentants, mais finalement pas beaucoup. Eh bien, ils ont développé une méthode qui permet en fait d'aller chercher, d'isoler ces bactéries. Et puis après, nous, au niveau de Metagenopolis, ben nous, on teste si les bactéries spécifiques qu'ils ont isolées, d'une part, est-ce qu'elles ont des effets sur nos cellules humaines, et d'autre part, ben, quels sont potentiellement les mécanismes d'action. Donc, c'est une stratégie donc, qu'on peut développer ici en collaboration avec BioAster. Voilà, Donc, là, ouais, je vais voilà. reprendre la suite, Hervé, mais Voilà. avant, je voulais te poser une question là qui est arrivée. Est-ce qu'il existe des bases de données publiques où on peut retrouver un petit peu ce lien entre voie métabolique microbienne et système immunitaire? Alors, il y a énormément de bases de données, effectivement. Est-ce que dans ces bases de données, oui, quelque part, mais c'est peut-être, on peut, alors si on est scientifique, oui, on peut arriver à faire le lien entre ces bases de données publiques et leur impact sur le système immunitaire. Mais en fait, il y a beaucoup d'informations, surtout qui viennent de la littérature et des travaux des collègues et les nôtres qui vont vraiment documenter spécifiquement. Les bases de données, elles sont plus, il y a tel gène, il y a telle fonction, il y a tel métabolite, et après, effectivement, soit on sait l'effet de ces métabolites, et donc dans les bases, elles y sont, soit effectivement, on ne sait pas, et à ce moment-là, il faut qu'on le documente et qu'on implémente ces bases de données. Ok. Et il y a une autre question qui est récurrente, effectivement, la proportion de levure et de virus par rapport aux bactéries dans un microbiote, on va dire, standard. Alors, des levures, il y en a en quantité nettement moins, euh, mais il y en a. Et des virus, c'est bien. Si on parle de virus, entre guillemets, qui infectent nos propres bactéries, le nombre, il est gigantesque. On dit dans certains cas qu'il y aurait presque 10 fois plus de ces virus qu'il n'y a de bactéries elles-mêmes. Ouais, Ok. et voilà. Très bien. Et après, les levures, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai que on a, on a commencé, nous, à travailler sur les interactions bactéries-cellules humaines, mais maintenant, depuis 4-5 ans, notamment nous à l'INRA ou des collègues à l'INSERM, essayent de comprendre les levures et comment elles interagissent avec nos propres cellules. D'accord. Donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, donc Metagenopolis dépend donc est sous la tutelle de l'INRAE, hein, et en fait est un projet qui a fait l'objet donc d'un financement via les investissements d'avenir dans les années 2010 de 19 millions d'euros. Donc récemment, l'année dernière, on a prolongé ce dispositif, et pour faire le lien avec cette présentation, dans ce dispositif donc, qui a été prolongé, on a argumenté deux grands projets. Le projet French Gut, hein, le microbiote français, qu'on a déjà un petit peu parlé dans les autres webinaires, et le développement de la métagénomique fonctionnelle, qui pour nous est vraiment porteur d'avenir. Et on a convaincu ce jury international qui du coup nous a octroyé à peu près 6 millions d'euros pour poursuivre un petit peu nos travaux. Hervé, j'aimerais bien, dans les grandes lignes, aurais-tu quelques pistes à dévoiler sur, pour toi, quelle serait l'évolution des technologies de métagénomique fonctionnelle que tu envisages? Alors, il y en a plusieurs. La première, je l'ai déjà un peu spécifié, c'est de pouvoir travailler avec une bactérie hôte, une bactérie de laboratoire qui soit un gramme positif. Donc, notre cible, c'est Bacillus subtilis. On pourrait imaginer aussi d'utiliser un Clostridium ou une bactérie type bifidobactérie ou bactérie lactique. Mais on a plutôt envie d'aller vers Bacillus subtilis et vers un Clostridium. C'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, c'est que comme on a des milliers de clones à cribler, on voudrait aller vers l'utilisation de la microfluidique qui nous permettrait d'être encore plus efficace et de faire encore plus en quantité pour finalement, tout en réduisant les coûts. Aussi travailler sur
les cibles qu'on utilise côté humain, pour l'instant, on utilise beaucoup de cellules qui sont en fait des cellules cancéreuses parce que c'est des cellules qu'on arrive à cultiver en grande quantité facilement. Donc l'idée, c'est d'essayer d'aller vers des cellules qui modélisent beaucoup plus l'intestin humain, donc qui ne soient pas tumoraux. Donc c'est aussi une des approches que l'on est en train de développer. Et enfin, de multiplier, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Alexandre, est-ce qu'on a couvert finalement toutes les fonctions connues d'interaction avec et tous les gènes ou les voies de signalisation côté hôte, enfin côté humain, qui sont impliqués dans les interactions microbiotes hôtes? Ben évidemment, la réponse est non. Donc on est en train d'essayer à la fois d'augmenter le catalogue et de modifier notre stratégie, notamment en utilisant la technologie CRISPR pour essayer de faire des outils encore plus performants. Voilà à peu près les, les efforts que l'on fait pour l'année 2021, par exemple, pour arriver à faire que notre plateforme soit encore plus performante. Je dois préciser que notre plateforme est labellisée ISO 9001, que tout est tracé, code barré et confidentiel pour les collègues. J'ai parlé tout à l'heure des projets avec Sanofi ou autres parce que, en accord avec eux, nous avons fait un communiqué de presse sur ce projet-là. Évidemment, si le collaborateur ne veut pas qu'on en parle, je n'en parlerai pas. Voilà. Et il y aura quelques publications certainement à venir, peut-être. Oui, bien sûr. Ouais. Justement, il y avait une dernière question, on en profite qu'on a un petit peu de temps. Toujours sur ces bases de données publiques, est-ce qu'il en existe qui soient spécialisées dans les interactions fonctionnelles, dont ces interactions en plus qui a été démontrées de manière mécanistique? Alors, la réponse est non. Il y a eu dans les interactions fonctionnelles avec l'aliment, oui. Il y a des bases de données comme les bases Casim par exemple qui vont chercher en fait toutes les enzymes qui sont associées à la dégradation des sucres de façon très large. Par contre, des bases de données spécifiques aux interactions avec nos propres cellules, eh bien non malheureusement. Donc il faut aller fouiller dans la littérature, fouiller dans PubMed pour essayer d'aller identifier les publications démontrant ces interactions fonctionnelles. D'accord. Une autre question intéressante, est-ce qu'on a de l'API pour du transfert dans une startup? Alors, oui, on ne peut pas trop en dire pour l'instant parce qu'elle est en cours de création, mais je suis sûr qu'il y a d'autres pays qu'on peut imaginer pour effectivement créer d'autres startups. Il y a eu déjà quelques brevets déposés, mais je pense que voilà, alors, nous, on a d'ailleurs un de nos brevets pour lequel il y a une licence d'exploitation qui a été signée avec une start-up. On a un autre qui est en négociation en ce moment, effectivement, avec une autre start-up. Donc oui, potentiellement oui. Donc c'est une bonne question parce que ça fait aussi partie des missions du démonstrateur pré-industriel, hein, qui est un peu la forme juridique, si je peux le dire ainsi, de Metagenopolis. Hein. Les investissements d'avenir via le SGPI ont investi dans cette structure pour pouvoir valoriser la science académique du microbiote dans des applications nutrition et santé. Et donc effectivement, une de nos missions, c'est d'aider à la création de start-up dans le domaine. Donc, effectivement, si parmi les auditeurs aujourd'hui, il y a des entrepreneurs en herbe, si je peux le dire ainsi, qui ont envie de se lancer dans l'aventure, hein, nous avons déjà créé plusieurs sociétés au sein de Metagenopolis. La porte est grande ouverte pour ceux qui seraient intéressés. Donc, pareil, contactez Hervé ou moi pour en savoir plus. Voilà. Autre question, y a-t-il un intérêt lors d'une supplémentation en probiotique de choisir une forme micro-encapsulée? Alors, la réponse, elle est effectivement logique. Jusqu'à présent, on sait que lorsqu'on ingère un probiotique, il y a une grande partie qui va mourir dans le transit à travers l'estomac, à travers l'intestin, etc. Si la cible, par exemple, est le côlon, forcément, il y en a beaucoup qui vont
arriver au niveau du côlon qui vont être totalement mortes et inactives. Et donc le fait de les protéger fait que elles peuvent arriver en plus grand nombre, en tout cas, au lieu d'interaction. Donc au niveau du côlon, par exemple, oui, c'est une stratégie qui est maintenant assez développée, effectivement. Bon. Alors, il me reste quelques minutes un peu pour conclure. Donc, si vous l'avez bien compris, nous sommes donc une structure au sein de l'INRAE travaille sur le microbiote. Si vous voulez en savoir davantage sur notre structure et nos services, vous allez sur notre site web mgps.eu. Vous pouvez me contacter. Il y a mon adresse mail. Il y a aussi l'adresse de Karine qui s'occupe des partenariats. Et je peux relayer Hervé si vous avez des questions beaucoup plus techniques ou scientifiques. Nous avons aussi un grand projet que nous sommes en train de monter qui s'appelle le microbiote français, le microbiome français, pardon, ou le French Gut. Nous en avons déjà parlé, ça aussi, nous pouvons vous en dire quelques mots pour ceux qui sont intéressés. Et pareil, si vous êtes scientifique et que vous avez, côté académique, vous avez envie de faire des recherches justement sur la métagémique fonctionnelle en partenariat avec Hervé et sa plateforme, contactez-nous aussi. Et enfin, si vous êtes industriel et que vous voulez utiliser, comme l'ont fait Sanofi ou Dupont et d'autres, nos plateformes, c'est aussi possible. Voilà. Je vous dis donc à bientôt et merci Hervé pour cette belle présentation et De à vous rien. tous au C'était un prochain webinaire. plaisir. Je crois que le prochain webinaire, d'ailleurs, ça va être Joël Doré en janvier, il me semble, qui va nous parler des probiotiques. Donc, je vous Alors, donne rendez-vous. Oui. il y a juste quelqu'un qui parle d'applications en microbiote animal. Oui, alors on a développé des collaborations autour du microbiote animal, surtout des animaux de rente en fait, hein, donc poulet, porc ou autre. Et pour Voilà, je l'anglais, complète. non, non, mais je vois que aussi des présentations en anglais. Pour l'instant, on n'a pas prévu. C'est vrai que ça fait depuis quelques mois qu'on a développé ce type de webinaire un peu pour nous faire connaître. Mais effectivement, on va voir un petit peu le succès de ce type de webinaire pour voir si on fait des versions anglaises. Je vais en parler à mes collègues pour voir parce que ça demande un peu de préparation. Je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.